Bonjour à tous, je me présente, Mickaël Munin, je suis avocat associé du cabinet ACD, cabinet d'avocats spécialisé en droit des affaires. On recouvre toutes les composantes et toutes les questions qui se posent aux chefs d'entreprise et aux entreprises au sens large. Je suis en charge, moi, du droit des contrats au cabinet, du droit économique, et j'ai le plaisir de vous présenter succinctement, forcément, parce on pourrait en discuter des heures, un sujet qui concerne tant les prestataires de services que les vendeurs, toute activité confondue, le fait de bien rédiger ces conditions générales de vente. Quand on parle des CGV, selon leurs sigles, on a forcément en tête des petites lignes, des documents assez illisibles qui figurent sur les sites internet, qui figurent au dos des devis ou bons de commande. C'est en premier lieu le reflet de votre politique commerciale, c'est votre gilet pare-balles, si je puis dire. Ça vous protège en cas d'impayé, en cas de litige avec vos clients, en cas aussi de contrôle de l'administration, parce que c'est une obligation légale en fonction de la clientèle à laquelle vous adressez pour vendre vos produits ou vos services. Et si vous n'avez pas des conditions générales de vente adaptées, vous pouvez encourir des sanctions qui sont assez dissuasives. Les CGV, c'est un document qui peut s'intégrer dans un nom un peu plus large que l'on appelle contrat. Quand vous proposez des services ou des interventions, que ce soit dans le bâtiment, de la coiffure, l'énergie, des prestations intellectuelles, de création graphique, vous en passez généralement par un triptyque, ce que l'on appelle 3 phases, 3 documents. Les conditions générales de vente qui sont précédées d'un devis, une proposition commerciale, un bon de commande, ce que vous voulez. Les CGV qui figurent soit au dos, soit dans un document séparé. Et puis quand vous avez réalisé votre prestation, vous avez livré votre marchandise, vous émettez une facture ou plusieurs factures. C'est pour ça qu'il y a un S. Vous pouvez bien entendu procéder par à-coup et par à-compte pour bien dimensionner votre facturation. Je commence par le devis. Il y a une réglementation bien particulière sur les devis, en fonction aussi. Alors, mes propos sont assez généraux parce qu'effectivement, le temps qui m'est imparti n'est pas suffisant pour traiter en détail tous les cas de figure, toutes les activités. Vous avez un espace de questions à votre disposition et je me ferai un plaisir d'y répondre à la suite de mon intervention, pour des cas de figure un petit peu particuliers, parce que vous savez que le droit est un méandre de principes, de sous-principes, donc n'hésitez pas à me solliciter. Pour les devis, au même titre que pour vos factures et au même titre que les conditions générales de vente et les documents commerciaux dans leur ensemble, il y a des mentions obligatoires, au titre desquelles on peut citer les principales: la date du devis, la durée de votre devis. Forcément, après le Covid et l'envolée de certaines matières premières, il est devenu nécessaire et obligatoire quasiment d'avoir une durée de validité de votre offre, à défaut de quoi, les prix que vous proposez à vos clients ne seraient pas forcément les mêmes d'un mois à l'autre. J'ai même certains clients d'une semaine à l'autre parce que le cours du bois a évolué ou le cours de certaines marchandises a évolué. Donc n'hésitez pas à caler une durée de validité de votre offre. Vous êtes obligé de détailler les informations juridiques aussi qui concernent votre entreprise. Je vous laisserai prendre connaissance de la liste des informations qui s'y rattachent, que ce soit pour un artisan, que ce soit pour un commerçant. Vous allez avoir tout un lot d'informations qui devront apparaître obligatoirement sur vos devis. Encore une fois, devis, c'est le terme juridique. Bon de commande, proposition commerciale, ça me convient bien aussi. Une fois que vous êtes identifié, vous identifiez aussi votre client de manière la plus précise possible, son nom, son adresse postale. Ça, c'est une obligation pour ensuite lui envoyer une facture, même si c'est une facture dématérialisée. Dans le cas où vous êtes dans le cas d'une prestation de service, de travaux, il faut impérativement préciser la date de début et la durée estimative des travaux de la prestation. De même que il vous faut faire un effort de détailler et de décrire chaque prestation ou chaque marchandise qui est vendue. Il n'est pas question de faire un lot, il faut être le plus précis possible. Je pense souvent au bâtiment, vous avez le lot plâtrerie, le lot électricité, il faut être très précis à la fois sur les services, à la fois sur votre forfait de déplacement si vous en avez un, à la fois sur votre main-d'œuvre qui doit être comptabilisée de manière très détaillée. Ça renvoie à l'idée du prix horaire ou forfaitaire de main-d'œuvre qui est indiqué sur la présentation. De même manière que les conditions de paiement, de livraison ou d'exécution du contrat doivent être impérativement inscrites dans ces documents. De la même manière que le devis
où souvent au dos figurent les fameuses conditions générales de vente, vous devez préciser les sommes à payer en hors taxes et en TTC. Pour ceux d'entre vous qui seraient en micro-entreprise et qui seraient en franchise de TVA, donc qui n'ont pas la possibilité de facturer à leurs clients la TVA, le hors taxe correspond au TTC, mais il faut quand même faire l'effort d'indiquer les deux montants. Le devis est gratuit par principe. C'est l'étape qui permet d'informer le consommateur de la manière dont vous allez vous adresser à lui pour vos prestations, pour la livraison et la vente de vos marchandises. Il est possible de faire des devis à titre onéreux, donc payant, mais il faut le préciser. Donc ça reviendrait à faire un devis avant de faire votre devis. L'idée, dans tout ce que l'on est en train de voir ensemble, c'est qu'à la fois les devis, conditions générales de vente et factures doivent être d'une transparence totale, surtout quand vous vous adressez à une clientèle de particuliers, de monsieur, madame, tout le monde, de clientèle de consommateurs. Il faut être très, très vigilant sur l'information qu'on leur délivre, à défaut de quoi le contrat peut être annulé assez facilement. Cette réflexion en B2B, contrairement au B2C, est assez différente parce que les règles sont un petit peu plus souples en B2B. Néanmoins, il faut quand même garder à l'esprit que plus vous êtes transparent, plus vous informez tôt et facilement des règles du jeu avec lesquelles vous souhaitez jouer avec vos clients, et plus ce sera facile de se faire respecter en termes de politique commerciale et surtout de règlement de vos factures. À la fois dans le devis, pour ceux que ça concerne, assurance professionnelle obligatoire. Alors, il y a des professionnels où ça va de soi, notamment dans le bâtiment, la garantie décennale, la garantie biennale notamment. Si vous avez souscrit une assurance particulière, ça permet de rassurer le client, déjà d'une part, donc c'est une belle arme marketing, mais dans tous les cas, c'est une mention obligatoire avec les coordonnées de l'assureur. Je pense à des agents commerciaux immobiliers, par exemple, ils sont inscrits à l'ORIAS, il faut mettre le numéro d'inscription à cette assurance particulière. Vous pouvez avoir la question légitime de savoir qu'est-ce que vous risquez si vous ne mettez pas ces informations obligatoires. L'absence de devis est punie pour une personne physique de 3 000 € d'amende et 15 000 € pour une personne morale. Forcément, c'est par infraction. Si pour les 10 derniers clients, vous n'avez pas émis de devis alors que c'était obligatoire, on multiplie l'amende par autant de cas d'infraction qui peuvent être constatés. Ensuite, si vous avez des devis mais qu'il vous manque certaines mentions obligatoires que l'on vient de citer ensemble, vous en serez redevable à hauteur de 1 500 € d'amende et 3 000 € en cas de récidive. Donc forcément, ça passe l'envie et ça incite, j'allais dire, aussi de se rapprocher de professionnels compétents. Il n'y a rien de pire que d'aller copier-coller des devis ou des conditions générales de vente que l'on trouve sur Internet, d'un concurrent ou pas. Il faut toujours bien personnaliser et faire ce travail, voilà, qui, encore une fois, censé refléter votre politique commerciale. Je passe aux conditions générales de vente maintenant, qui ne sont pas la suite parce que vous êtes censé communiquer les conditions générales avant que le client s'engage auprès de vous. Il faut qu'il connaisse les règles que vous lui proposez, que ce soit en termes de livraison, que ce soit en termes de garantie, que ce soit en termes de service après-vente. Donc c'est effectivement, avant de s'engager chez vous, l'idée de lui communiquer ces conditions générales de vente, de même manière conditions générales de service ou conditions générales d'achat si vous êtes en position d'acheteur. Leur rôle, comme le devis, ça vise à encadrer les relations. Pour la vente, la location, la réparation, les services, tous les cas de figure, vous ne vous posez pas la question, vous êtes forcément soumis à l'obligation de rédiger les conditions générales de vente. À la fois en B2C, donc vis-à-vis d'une clientèle de particuliers, et vis-à-vis d'une clientèle de professionnels, ou une relation fournisseur-distributeur. Le nom ne sera pas forcément en conditions générales de vente, on peut avoir contrat cadre, etc. Mais l'idée est là, c'est qu'il faut adresser ces conditions générales à toute personne à qui vous destinez vos prestations ou vos biens. Avant la conclusion du contrat, c'est-à-dire que certains clients me demandent, ils envoient pour la première fois leurs clients leurs conditions générales de vente au dos des factures. C'est bien trop tard. Vous avez la possibilité de les rappeler au dos de vos factures, mais la facture est censée intervenir après la vente, est censée intervenir après la prestation, y compris pour une facture d'acompte. Donc c'est trop tard aux yeux de l'administration, aux yeux de la loi. Il faut impérativement envoyer vos CGV au moment du devis, au moment du bon de commande. Et pour certaines conditions bien particulières et très importantes, je vous conseille d'ailleurs de les faire figurer en gras. La jurisprudence, donc l'ensemble des décisions de justice qui sont rendues par les tribunaux, impose même une taille de police qui ne doit pas être en dessous de 7,5. Il faut que
d'une part, l'information contenue dans les conditions générales soit claire, mais il faut aussi qu'elle soit lisible. Donc, il ne faut pas que vous écriviez trop petit, et il faut être sûr, et puis certain, à l'aise droit dans ses bottes, quand vous proposez une politique commerciale, parce que justement, c'est un effort de transparence, donc c'est presque un atout marketing pour l'entreprise. Donc, mentionner encore une fois, ça, moi, je l'ai mis en gras, effectivement, il y a une clause, une question à laquelle je répondrai tout à l'heure, bien mentionner les CGV dès la conclusion du contrat. Mention obligatoire, il y a les délais de paiement. Il y a les pénalités, indemnités de retard. Donc, je profite de cette question. Quelles clauses figurent en gras? C'est celles qui sont importantes selon vous. La loi ne détermine pas celles qui doivent figurer en gras. C'est celles qui sont vraiment importantes pour vous. Ça peut être des délais parce que vous subissez des retards de votre propre fournisseur, donc vous avez des délais anormalement allongés. Vous pouvez le mettre en gras pour que ça saute aux yeux de vos clients. De même manière que les pénalités de retard, on en est tous à faire la chasse à nos factures qui sont impayées. De même que les rabais, les ristournes, les conditions de livraison, d'intervention. Pour ceux qui ont à livrer des marchandises, par exemple, j'ai le cas assez souvent, le transporteur se présente, il n'est pas prévenu que c'est au 5e étage sans ascenseur, ça peut occasionner des frais supplémentaires. C'est bien entendu des mentions à mettre en gras, par exemple. De même que le délai de rétractation, qui est obligatoire pour les clients particuliers, les clients consommateurs, vous avez un délai de 14 jours, sauf une vente directe en magasin, où le client se présente directement en boutique, où il n'y a pas ce délai de rétractation. Mais autrement, pour tout autre cas, le délai de rétractation de 14 jours court à compter de la conclusion de la vente. Donc, déjà d'une, c'est une obligation de le mentionner, à défaut de quoi l'intégralité du contrat peut être remise en cause. Et puis tout ce qui concerne les litiges, parce que plus vous aurez de clients et plus vous aurez de probabilité de rencontrer des litiges, notamment pour les clients particuliers, vous avez l'obligation de faire figurer les coordonnées d'un médiateur national de la consommation. Les mentions utiles qui ne sont pas pour autant obligatoire, la limitation de responsabilité, si vous voulez limiter votre responsabilité au prix que vous paye votre client et pas à la perte de chance qu'il a pu subir, à la force majeure, si vous voulez vous réserver la propriété des marchandises que vous vendez jusqu'à complet paiement du prix de vos factures, parce qu'il se peut que votre client bénéficie d'un matériel que vous lui avez vendu mais il n'a pas encore payé toute la facture, si vous voulez référencer un tribunal bien particulier qui soit compétent, parce que votre client est à Quimper et vous êtes basé à Metz, idéalement, soit vous pouvez trouver un tribunal à mi-chemin ou pas. Et de même manière, les litiges et médiations, si vous voulez, des processus bien particuliers de conciliation ou d'arbitrage. Les contrôles sont très fréquents et de plus en plus fréquents de la part de la Direction générale de la répression des fraudes et de la concurrence. C'est très facile de contrôler à distance des conditions générales de vente qui figurent sur un site internet et pas forcément besoin de se déplacer. Attention aussi aux fameux clients mystères. On le voit souvent dans les concessions automobiles ou en magasin. Un inspecteur qui se fait passer pour un client qui va dérouler tout le processus de vente et puis qui va forcément à un moment donné découvrir sa carte République française bleu, blanc, rouge et qui va vous dire que vous faites l'objet d'un contrôle. Donc attention, même si les sanctions sont très importantes, ils y vont par graduation, ils vont d'abord vous enjoindre et vous adresser une lettre d'injonction. Mais tout ça pour dire que dans le pire des cas, c'est des amendes qui peuvent aller jusqu'à 2 millions d'euros, 375 000 euros en tant qu'amende administrative si vous refusez de communiquer vos CGV ou si elles sont incomplètes. C'est rétroactif pendant un délai de 3 ans, donc l'administration a la possibilité de regarder l'historique de vos facturations, de vos conditions générales de vente et de vos devis dans un délai de 3 ans. Et une fois qu'on a bien fait son travail, que le devis est signé, les conditions générales de vente, il est temps d'envoyer ces factures, aussi répondre à des mentions obligatoires. Donc, elles sont obligatoirement émises pour toute prestation de service ou de vente de marchandises entre professionnels et bien entendu pour des particuliers dès que ça dépasse 25 € TTC. Les prestataires, eux, sont concernés également. Il n'y a pas que la vente. Hein. Si vous faites du dépannage, par exemple, elles doivent comporter des mentions obligatoires, être rédigées en français, établies en 2 exemplaires, l'original étant conservé par le client. Attention, parce que c'est une fausse idée qui circule, un ticket de caisse n'est pas considéré comme une facture. Une facture est un véritable document juridique et comptable qui permet d'enregistrer soit une charge, soit un produit, hein, selon que l'on est vendeur ou acheteur, professionnel ou pas. Le ticket de caisse est uniquement une preuve d'achat permettant, par exemple, le remboursement et l'échange d'un produit défectueux, mais c'est en aucun cas une
une facture, et comme vous le savez, le ticket de caisse a vocation à disparaître, en tout cas de manière papier, dans des considérations écologiques. Les factures aussi comprennent des mentions obligatoires, de même que les devis, date d'émission, numérotation de la facture qui doit se suivre dans le temps. Il n'est pas question d'avoir une numérotation fantaisiste, l'identité du vendeur et de l'acheteur que l'on connaît déjà, votre numéro de TVA si vous êtes soumis à la TVA, la désignation du produit que vous avez vendu. Si vous avez bien fait les choses pour votre devis, à peu de choses près, vous n'avez qu'à faire un copier-coller des mentions qui figurent sur votre devis et de les reporter sur votre facture. De même manière, ou s'il y a eu majoration de prix parce que vous avez peut-être passé plus de temps que prévu initialement au devis, c'est l'occasion de rappeler ces mentions dans les factures. Mention obligatoire aussi, mention de l'indemnité forfaitaire de 40 € quand on s'adresse à un professionnel. Les délais de paiement, un particulier a vocation à vous payer tout de suite. Vous pouvez avoir des délais de paiement entre professionnels qui sont différents. De même manière que si vous n'êtes pas soumis à la TVA, il faut le préciser, ou une assurance professionnelle, comme on l'a vu avec les devis. De même manière, ce sont des règles qui, si elles ne sont pas respectées, font l'objet de sanctions. Une amende fiscale dans un premier temps de 15 € par mention manquante ou inexacte pour chaque facture. Donc imaginez si votre contrôle porte sur les 500 factures que vous avez émises courant de l'année 2023 et que vous multipliez par 15 €, ça commence à chiffrer, de même manière que vous avez une amende administrative, cette fois-ci, de 75 000 € forfaitaire qui peut être portée à 50% des sommes versées ou reçu en cas de défaut de facturation. Facture de complaisance ou facture fictive, on le voit encore, c'est de moins en moins vrai avec des outils de comptabilité qui sont tracés, mais attention aux factures pour faire plaisir à son client et de faire passer un avoir, surtout en fin d'année, c'est assez facile pour gonfler sa comptabilité. Attention à tout ça. Ça a été très rapide, je m'en excuse, n'hésitez pas à poser les questions qui vous semblent pertinentes. Je vous remercie de votre attention. Vous avez les coordonnées du cabinet pour poursuivre cet échange ou si vous avez des questions particulières. Et je m'adresse maintenant aux quelques personnes qui ont la gentillesse de me poser des questions, et je commence par Caroline Beck. Jusqu'à quel détail doit-on aller sur les prestations, car certains clients prennent le devis, les informations et après se débrouillent seuls. C'est effectivement le piège. Il y a certains clients qui font jouer la concurrence et c'est bien normal. Je n'échappe pas à la règle en tant qu'avocat. Faut être le plus précis possible alors c'est pas dans le cas de la concurrence, c'est dans le cas de la responsabilité. Si vous avez oublié de mettre sur un devis effectivement, le détail d'une prestation, ça sera handicapant pour vous faire payer. Et puis surtout, en termes d'assurance, votre assureur va vous demander des comptes sur le degré de précision des prestations. Donc, c'est une réponse à laquelle je ne peux pas répondre sans connaître en plus votre activité, parce que c'est du cas par cas. Ce que je vous ai exposé, ce sont malheureusement des généralités. Donc, c'est vraiment du cas par cas. Plus vous êtes précis, mieux ce sera. Quelle est la différence entre un contrat et des CGV? Doit-on rédiger un contrat en plus des CGV? Non. Tout dépend de la manière dont vous avez envie de présenter votre documentation commerciale, parce qu'en réalité, il s'agit de ça. Un contrat, c'est l'ensemble des documents commerciaux qui vont vous lier à vos clients. Donc, un contrat peut comprendre plusieurs documents. Le devis, parce qu'on va y faire figurer des conditions particulières. Vous y ajoutez vos conditions générales et vous pouvez même y ajouter des annexes. Je vois des prestataires informatiques, ils ont en annexe la cession des droits de propriété intellectuelle. Certains ont comme annexe à ce contrat, qui forme un ensemble, un tout, un planning de livraison, parce qu'ils sont obligés de séquencer leurs prestations. Donc c'est tout autant de réponses possibles qu'il y a d'activités concernées par les conditions générales. Donc vous n'êtes pas obligé de distinguer les deux. Votre contrat comprendra obligatoirement les conditions générales de vente ou d'intervention. Le délai de rétractation s'applique-t-il aussi dans le cas d'une création artisanale unique et spécifique? Bien entendu, le délai de rétractation il est surtout lié à la manière dont vous adressez à votre client pour conclure votre contrat et vos prestations, c'est-à-dire à distance. Le client ne vous voit pas, n'a pas poussé la porte de votre boutique pour venir vous voir. Il vous a renvoyé un devis ou un bon de commande par email, donc il a un droit de rétractation de 14 jours. De même manière pour les prestations que pour la vente des marchandises, c'est la même réponse. Peu importe si on se situe dans le domaine des prestations intellectuelles, j'en fais partie. Quand je m'adresse à des clients particuliers, c'est assez rare au cabinet, ils ont un délai de 14 jours, donc bien faire attention à ne pas démarrer la prestation ou la vente avant ce délai de 14 jours, au risque que votre client revienne vous voir en disant qu'il se rétracte, et du coup, la marchandise vous reviendrait, et vous êtes surtout dans l'obligation de lui rembourser toutes les sommes qu'il vous a déjà versées. Donc c'est vraiment très pénalisant pour les entreprises. Donc, dans certains cas, vous pouvez aussi faire engager le client à ce qu'il reconnaisse
ne pas vouloir le délai de rétractation. Dans certains cas, c'est possible, encore une fois. C'est du cas par cas, donc n'hésitez pas à me consulter à ce sujet. Dans une activité de coaching, nous demande Lynn Leblanc, ou comme formateur micro-entrepreneur, peut-on mettre la mention que nous n'avons pas d'obligation de résultat et doit-on communiquer les CGV à nos clients si l'on n'a pas de site? Effectivement, même si vous n'avez pas de site ou qu'un site vitrine, ce qui compte, c'est la relation commerciale avec vos clients. Vous êtes obligé de leur communiquer des conditions générales, alors pas forcément de vente, parce qu'on n'est pas dans cette idée-là de coaching, encore une fois, c'est de la prestation intellectuelle, mais vous êtes obligé, nous on appelait ça conditions générales d'intervention, si vous voulez, parce qu'on ne vend pas réellement quelque chose, à part de la matière grise, du temps et de la sécurité. Et certaines, comment dirais-je, activités sont soumises à une obligation de moyens et de non de résultats. Effectivement, le coaching et les conseils que vous allez prodiguer à vos clients, s'ils ne les suivent pas, vous n'êtes pas comptable et vous n'êtes pas responsable de la mise en application de cette activité de coaching. Donc, il faut bien mettre dans les clauses de limitation de responsabilité, notamment, que l'on a vu rapidement, le fait que vous êtes soumis à une obligation de moyens et non de résultats. Ça, c'est effectivement une question pertinente. Serez-vous en présentiel au Salon Go ce vendredi? Malheureusement non, j'ai d'autres engagements. Je ne serai pas parmi vous, mais encore une fois, n'hésitez pas, vous pourrez poser toute question par l'intermédiaire des organisateurs du Salon Go ou de manière plus personnelle et plus confidentielle. Hein, c'est l'avantage de faire appel à des avocats, c'est qu'il y a le secret professionnel pour des questions bien particulières. Mais dans tous les cas, l'ordre des avocats dont on fait partie sera représenté, donc pas moi personnellement, mais en présentiel le vendredi 24, effectivement. Autre question, précision, je parle de référence de produit par exemple, et c'est obligatoire si on trouve le produit après dans le commerce. Oui, bien sûr, parce qu'un produit doit faire référence à des particularités, à des, comment dirais-je, à des conditions particulières. Et effectivement, il faut mettre, alors ça rejoint une autre question sur les denrées périssables, il faut mettre la durée la date de péremption ou la date limite d'utilisation. Pour une denrée périssable, il n'y a aucun remboursement ou délai de rétractation si la conclusion a été faite à distance. Alors, il y a certains produits qu'il est difficile de renvoyer parce que je pense à un yaourt par exemple, il y a du lait en fonction des températures, c'est impossible et effectivement dans un cas d'exception de délai de rétractation, mais par exemple une bouteille de vin qui est une denrée périssable ou du saucisson qui a une date limite d'utilisation qui est assez lointaine, vous pouvez tout à fait le renvoyer si vous avez fait vos courses en ligne par exemple. Ça c'est normalement inscrit dans les conditions générales d'utilisation du site en ligne permettant la vente à distance. Si vous vous rendez en magasin, bien entendu, il n'y a pas de délai de rétractation, encore une fois. Hein. Le délai de rétractation ne concerne pas les ventes physiques. Et semble-t-il, dernière question, le client doit reconnaître avoir lu les CGV via la validation d'une case ou le simple fait de fournir ces dernières font reconnaissance. Il y a un débat, la loi est pas assez claire parce qu'elle se doit d'être générale. Hein, comme vous l'avez bien compris, on ne peut pas faire une loi par secteur d'activité. C'est plutôt compliqué. On vit en plus dans un pays qui légifère à outrance, selon moi. Vous, professionnels, c'est à vous de faire le job, de garder la preuve que le client a accepté les règles du jeu. Donc forcément, quand on est sur un site internet et du commerce, il faut mettre en ligne un processus qui permet surtout au client de cocher une case qu'il a reconnue après avoir descendu un menu déroulant. Forcément, il ne va pas les lire, les conditions générales. Hein. Même moi, je ne les lis pas. Toujours est-il que pour de la vente à distance, c'est impératif. Le mieux est de faire signer les conditions générales de vente ou de les faire parapher. J'ai des conditions générales de vente de mes clients qui font 30 pages parce qu'ils sont dans un secteur d'activité très très particulier. C'est rare que les clients renvoient les CGV signés. Pour autant, vous avez la preuve que vous leur avez envoyé en PDF par email. C'est une preuve suffisante si demain il y a un litige. Je crois que j'en ai terminé avec les questions. Si je n'oublie personne, je vous remercie de votre écoute attentive. J'espère que ça a permis de répondre à vos questions. Je remercie les organisateurs de m'avoir fait participer à ce webinaire et je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous. À bientôt.